Dans un édifice religieux comme la basilique Saint-Denis, tout ce qui était orné, décoré, faisait l'objet d'une mise en peinture, et qui aidait, si vous voulez, à soutenir l'attention du fidèle, permettait de préciser des points de l'iconographie, de comprendre des détails vestimentaires, justement, ou bien de préciser le discours. Et tout ça aussi avait un sens symbolique, puisque toutes ces couleurs, évidemment, conduisaient à affirmer la dignité de la personne, ou bien le sens, par exemple, de l'opposition, tout simplement, entre le bien et le mal, entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Il y a bien sûr beaucoup de monuments où cette polychromie a disparu. Mais dans quelques cas, heureusement, les travaux des restaurateurs ont permis de remettre à jour cette polychromie. Il faut citer une cathédrale pas très loin de Paris, qui est celle de Senlis par exemple, ou bien Lausanne en Suisse, où on peut voir des portails médiévaux dans toute la splendeur de leur surface colorée. Ou bien encore, d'une façon un peu différente, les restaurateurs du 19e siècle ont recréé une polychromie tout à fait chatoyante, qui peut nous paraître un peu clinquante aujourd'hui. Et c'est le cas en particulier à la Sainte-Chapelle de Paris, où au 19e siècle, on a recréé une polychromie tout à fait extraordinaire dans le goût de celle qui avait existé au XIIIe siècle. Aussi, les tombeaux, par exemple, étaient évidemment peints. Parmi ces tombeaux, on peut citer ceux qui sont aujourd'hui dans la basilique de Saint-Denis, et notamment ceux qui sont à Saint-Denis, mais qui n'en viennent pas, qui étaient à l'origine dans d'autres églises. On peut prendre l'exemple d'un tombeau qui fait l'objet d'une recherche en cours actuellement, qui est celui de Philippe d'Agobert. Philippe d'Agobert était le frère du roi de France, Saint-Louis, ou Louis IX, et il a dû mourir à l'abbaye de Royaumont, une abbaye cistercienne fondée par Saint-Louis et sa mère Blanche de Castille. Donc il est mort très jeune, en tant que moine probablement. Normalement, les abbayes cisterciennes n'acceptaient pas d'enterrement en dehors de leur propre moine, et surtout pas de tombeau somptueux. Donc non seulement ce tombeau était sculpté, mais en plus, ce tombeau était peint, comme nous le montrent quelques traces de peinture très ténues cependant sur les fragments qui subsistent de ce grand tombeau. C'est un projet de restitution de la polychromie du tombeau de Philippe de France qui se trouve à la basilique de Saint-Denis. Dans ce projet, qui est totalement interdisciplinaire et pluridisciplinaire, bien entendu, sont intervenus des chimistes, des physiciens, des ingénieurs pour la numérisation 3D notamment, des historiens de l'art, bien entendu, pour confirmer ou expliquer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui se fait à une époque ou à une autre. Sont intervenus aussi des élèves ingénieurs de l'école centrale. Les prélèvements sur le monument ont été faits donc, par le laboratoire de recherche des monuments historiques et qui était habilité à faire ce type de choses. Les observations en microscopie optique également. Les différentes étapes de ce travail consistent d'abord à se donner une représentation en 3 dimensions du tombeau dans son état actuel. On a bien compris tout de suite que la couleur avait disparu, qu'il n'y en avait que quelques traces. Polychromie, donc, ça veut dire que identifier les traces de couleur de manière à comprendre quelles sont ces matières qui faisaient cette couleur à l'origine. Pour un gisant de famille royale, nécessairement, on prend les matières les plus nobles, les plus chères. L'or joue un rôle particulier. On le retrouve sur les fleurs de lys qui ornent le monument, et puis sur le petit lion qui se trouve au pied de Philippe d'Agobert. Avoir la nature du matériau, ça ne dit pas, dans les 3 composantes de la couleur, ça ne donne pas la clarté. On a la nature, on sait en quoi c'est, mais on ne sait pas si ce bleu de lapis-lazuli est clair ou foncé. Et ça va dépendre du diamètre des grains. Des gros grains vont donner une couleur foncée, des grains très fins, une couleur très pâle. Même si nous avons les bonnes couleurs du Moyen-Âge, nous avons la forme d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que nous héritons d'une sculpture qui a eu tous ces accidents de déplacement, de remaniement, de bousculade au moment de la Révolution. On a un coffre qui est moderne et en même temps on va remettre des couleurs qui sont d'époque. En somme, nos couleurs virtuelles seront beaucoup plus réelles que la forme qui nous est donnée à voir aujourd'hui. Jusqu'à présent, on fonctionne avec l'idée qu'il n'y a pas de couleurs de mélange à cette époque-là. Mais est-ce bien sûr? Il suffit peut-être d'une information à laquelle on ne pense pas aujourd'hui, qui viennent perturber tout ça et modifier toutes nos conceptions. En somme, on part d'un petit pigment qu'on va gratter quelque part sur un monument, puis on en vient à construire toute une église, le baldaquin, numérisé un gisant, puis un deuxième, et ainsi de suite. On ne voit pas de fin à cela. Alors, parmi les difficultés que nous avons pu rencontrer en amont, un ensemble de problèmes qui viennent de l'iconographie. On ne peut pas être certain que ce qui est représenté est conforme à ce qui était. À partir de dessin, on ne pourrait absolument pas dire que tel rouge est fait de cinabre et tel bleu fait de lapis lazuli. Les autres difficultés, c'est la gestion d'un grand nombre de données, puisque le maillage du gisant dans son état actuel a fait l'objet de vraiment plusieurs millions de points prélevés sur la sculpture que nous devons restituer. Tout ce que nous représentons ne sont que des hypothèses. Nous visualisons des hypothèses, nous ne pouvons pas affirmer que c'était ainsi. On peut simplement dire que c'est le plus probable, le plus plausible, que c'est dans l'esprit du temps. Mais on ne pourra jamais dire « c'était ainsi ». Il n'y avait pas de reporter pour nous confirmer cela.